Bonjour et bienvenue dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo. Bien, figurez-vous que cette semaine, on va être extrêmement sérieux. Oui, ça nous arrive de temps en temps de parler de choses très sérieuses. On va vous parler du rééquilibrage du jeu vidéo sur la planète. Ça fait vraiment super sérieux, non? Quand je dis ça, je trouve ça hyper flippant. Non, voilà, les nouveaux terrains d'influence, avec évidemment en toile de fond le rachat d'Electronic Arts par l'Arabie Saoudite, la montée en puissance de la Chine. Et pour ça, j'ai deux invités top level pour en parler. À commencer par Maxime. Ciao. Ça va, Mélinda? Mais bien, et toi? Merci de l'invitation, ça me Voilà. fait plaisir d'être là. Que j'ai tiré de sa Normandie où il était peinard en vacances, rien que pour venir vous en parler. Exactement, j'ai fait le petit chemin, là, 2 heures de route, mais toujours un plaisir de venir ici dans cette émission. Rédacteur en chef de Jeux Actu. Toujours, ça n'a pas changé. Grand connaisseur de l'univers jeux vidéo et de la Chine. Oui, Et voilà, tu étais parfait pour cette émission. merci de l'invitation. Et avec toi, le sieur Adibou. Comment ça va? Bah écoute, ça allait bof, puis tu m'as appelé, ça allait mieux. Et là en plus je vois Maxime Chao, donc je suis au max. Voilà. Ah voilà, Donc, on y j'ai allait fait ta journée, crescendo. j'ai fait ta journée, je suis hyper Tu contente. es une magicienne, Mélinda. Bah, trop d'honneur, Mais trop attends, d'honneur. juste après, je t'invite à manger, tu vas voir, tu vas trop kiffer après. Oh, excusez-moi, on fait l'émission d'abord, ça me dérange pas. Mais voilà, mais avec ces deux messieurs, nous allons parler très sérieusement de tout ça. C'était l'actu à chaud de la semaine dernière, mais bon voilà, on avait parlé e-sport, on avait parlé de plein de choses, de la console ces dernières semaines. Et cette semaine, on parle rachat d'Electronic Arts. C'est parti pour l'actu à chaud. C'était une grosse actualité au milieu de grosses actualités quand même, gaming. Mais je voulais qu'on parle du jeu vidéo qui est en train de devenir un levier d'influence culturelle, politique. Je ne sais pas comment on peut dire tout ça. Mais voilà, il n'y a pas derrière les consoles, les studios, les tournois. Eh bien, il y a une autre bataille qui se joue, c'est qui va dominer le monde. Alors avant, c'était simple, il y avait les États-Unis et le Japon, l'Europe un petit peu au milieu. Puis là, on voit que ça se déséquilibre un petit peu. La grosse info en date, Maxime, c'était la tentative de rachat, parce que pour le moment, c'est pas acté, d'Electronic Arts par un fonds, alors assez improbable, Ouais. avec le fonds saoudien PIF, les fonds américains Silver Lake et Affinity Partners, donc on le sait, la société de Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, tout ça pour 55 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Electronic Arts, c'est pas non plus un studio lambda. Ah non, absolument pas. Je pense qu'effectivement, c'est un gros coup important pour l'Arabie Saoudite. Tu parlais de comment dire, de déséquilibre. Je pense que c'est un rééquilibrage en fait global, planétaire justement du jeu vidéo, parce que maintenant on a de nouveaux acteurs. Et surtout, tu parlais aussi de tentative de rachat. Je pense qu'en fait, la tentative, ce n'est pas vraiment une. Je pense que ça va se faire vraiment. C'est-à-dire qu'on parlait effectivement de 3 fonds justement d'investissement qui sont liés. Donc on a Silver Lake, qui est donc un géant américain du capital investment qui est déjà présent dans la tech et l'entertainment. Donc on a Affinity Partners, La qui société appartient de Jared Kushner. voilà, au gendre de Donald Trump, et donc le fonds souverain saoudien, donc le PIF, qui lui en fait est derrière. Je pense que c'est lui qui tisse un petit peu. C'est lui qui a mis le plus de fonds, tu veux dire? En fait, c'est lui. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est mené de front par Mohamed Ben Salman, qui veut absolument s'imposer dans le jeu vidéo et pas que, aussi dans la pop culture, on en reparlera tout à l'heure. Mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est que Mohamed Ben Salman est très proche déjà de Jared Kushner, de Donald Trump. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Donald Trump en fait a eu son 2e mandat il y a pas très longtemps, la première personne qu'il a eu au téléphone, c'était Mohamed Ben Salman. Et il faut aussi savoir que Mohamed Ben Salman a déjà prêté plus de 2 milliards de dollars à Jared Kushner, donc le gendre de Donald Trump, pour en tout cas ses activités. Donc ils sont très très proches. Et à mon avis, voilà, si les 3 sont ensemble, c'est effectivement pour racheter Electronic Arts de façon plus intelligente, maligne, parce que évidemment ça ne plaît pas à tout le monde, et il va y avoir aussi des tentatives justement d'empêcher ce rachat. Et tout ça s'est fait vraiment de façon très très maligne en fait. Eddie, juste Electronic Arts. Est-ce qu'on s'attendait un jour à voir un géant pareil du jeu vidéo partir? Alors évidemment, il y a des sociétés américaines dedans, il y a des fonds américains, mais enfin, en gros, ça va passer sous bannière saoudienne. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on explique que ce soit Electronic Arts et pas, voilà, on avait parlé aussi à une époque de Take-Two, d'autres studios américains, gros éditeurs américains. Ouais. Qu'est-ce qui les intéresse, l'Arabie Saoudite? Je pense qu'il y a des licences d'Electronic Arts qui sont intouchables et qui parlent au monde entier de par leurs différents jeux, et notamment tout ce qui est, tu sais, les simulations de sport, donc tout ce qui va être NBA 2K,
les FC, tout ce qui va être... NBA tout court. Pas NBA tout court, pardon. Les NBA tout court, les Madden aussi, les NFL, etc. Donc en fait, tu vas toucher tous les sports de la planète. Et grâce à ça, tu vas toucher toutes les personnes de la planète, dans l'idée, tu vois. Donc ça, je pense que c'est important pour eux de mettre la main mise là-dessus, parce qu'en plus, ce qui va se passer pour l'Arabie Saoudite, c'est qu'ils vont aussi s'occuper des prochains Jeux Olympiques à Riyad. Et ils ont été formés par le CEO pour dire, voilà, c'est vous qui allez gérer la prochaine Jeux Olympiques, mais e-sportive. Et donc, on imagine que dans l'e-sport et le sport traditionnel, il y a des ponts qui se font facilement, comme le foot, le basket, le football américain, etc., qu'on pourrait retrouver. Donc en fait, ils ont la main mise sur de A à Z. C'est vraiment le circuit court du producteur au consommateur, quoi. C'est un peu ça que j'ai l'impression comme sensation. C'est l'ex-FIFA qui les intéresse beaucoup. Il n'y a pas que ça, à mon avis. Alors, je pense que FIFA pèse énormément dans la balance, parce qu'on sait que Mohamed Ben Salman aussi a beaucoup investi dans le foot. On a vu que tous les grands, maintenant, footballeurs sont partis là-bas avec la propre ligue. Mais il y a aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Electronic Arts, c'est une société qui est un petit peu en péril en ce moment, qui a énormément de dettes, qui ne se porte pas très très bien. Donc, le rachat pour eux, c'est aussi une aubaine, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir éponger leurs dettes. Je ne sais plus à combien... Parce qu'on parlait quand même d'un chiffre d'affaires de 7 milliards. Et un bénéfice d'un milliard. Ouais, mais il y a eu beaucoup de pertes. Il y a eu beaucoup de pertes aussi, effectivement. Donc ils sont dans une position qui est un petit peu fébrile en ce moment, Electronic Arts. Quand on compare Electronic Arts aujourd'hui à celui d'il y a 10 ans, ils avaient beaucoup plus de licences, beaucoup plus de jeux qui sortent aujourd'hui. Maintenant, c'est très clairsemé, en fait. On est autour de toujours les mêmes licences. Les jeux prennent énormément de temps à être développés. Donc, il y a tout ça qui est à prendre en compte. Alors, évidemment que FIFA est important, enfin plutôt, il y a Sport FC, mais ils ont perdu la licence FIFA. Et il se pourrait, en tout cas, ça se dit que si l'Arabie Saoudite met la main sur Electronic Arts, peut-être que justement Electronic Arts récupérerait le deal avec FIFA. Bah oui, donc il y a tout ça aussi qui peut se jouer. Et encore une fois, oui, c'est Electronic Arts, mais ça aurait pu être un autre. Et puis, tu l'as dit tout à l'heure, ils ont des participations dans énormément de sociétés. Nintendo, ils ont 10%. Ils ont Tech2. Ils ont, si je dis pas de bêtises... Ils ont Scopely aussi, l'éditeur de Monopoly Go, qui a un carton, mais et qui a récupéré les jeux de Niantic. Voilà, ils ont les Pokémon Go pour 3,5 milliards. En fait, ils ont acheté la division jeux vidéo de Niantic. Niantic se contente, entre guillemets, maintenant de faire les supports réalité augmentée, réalité virtuelle. Mais en gros, tout le catalogue Pokémon Go, c'est parti. C'est parti chez PIF. Enfin, on va en parler de Savvy Games Group, qui est la branche armée jeux vidéo. Sur l'affaire Electronic Arts, juste pour information, il y a quand même eu une lettre d'Elizabeth Warren et Richard Blumenthal, qui sont des sénateurs démocrates, justement au secrétariat du Trésor américain et à Andrew Wilson, le PDG d'Electronic Arts, pour soulever des inquiétudes sur l'indépendance éditoriale et opérationnelle, des risques importants en matière d'influence étrangère et pour la sécurité nationale. Là, il parlait de tout ce qui était accès aux données des joueurs, accès à l'intelligence artificielle développée par Electronic Arts. C'est un vrai péril pour eux sur la créativité éditoriale. On pense notamment aux Sims, qui est quand même le jeu qui se veut le plus ouvert, le plus inclusif, le plus tout ce que l'on veut. Est-ce que ça va être en péril avec ces nouveaux potentiels propriétaires? Il me semble qu'il y a déjà justement des modifications suite à ça au niveau des Sims. Il me semble que c'était déjà dans les tuyaux. Ils ont annoncé, eux, qu'ils allaient mettre des patchs et des choses, mais qu'ils en avaient annulé aussi. Mais à plus long terme. À plus long terme, je pense qu'effectivement, il va falloir faire plaisir à tout le monde. Et si tu fais plaisir à tout le monde, tu fais aussi plaisir aux critères, ce qui se passe en Arabie Saoudite, en tout cas au Moyen-Orient. Et tu risques d'avoir peut-être de la censure sur certains mouvements. Est-ce que ça sera des censures par rapport à de la violence juste visuelle, par exemple du sang, il y aura plus, etc. Ça, je peux pas te dire. Mais oui, en termes de jeu, en tout cas pur et dur pour les gamers, ça risque de changer. Mais le truc le plus compliqué, c'est vraiment ce côté sécurité nationale, je pense. Et au-delà de ça, je pense qu'on va en parler dans pas longtemps, mais le soft power que va récupérer l'Arabie Saoudite va être immense. Donc je pense que les inquiétudes sont à moitié fondées. Et je ne sais pas si les termes ont vraiment été utilisés, parce que c'est vraiment ce mot qui est important. C'est soft power, là on ne le lit pas, mais c'est ce qui est caché derrière ce petit arbuste. Tu l'ouvres et tu vois ce mot-là. Donc je pense que c'est ça, il faut faire attention. Alors, on va y aller sur le soft power. Alors, il y a un jeu dont on n'a pas parlé, c'est Battlefield 6, qui, mine de rien, a annoncé des chiffres de vente colossal, stratosphérique. On a plus de 7 millions, je crois, en 3 jours, ce qui était énorme. Battlefield, c'est un argument ou pas pour eux, ou alors ils s'en moquent total? Battlefield, je pense. Ou c'est un argument pour Electronic Arts de vente? Alors,
disons que c'est le timing qui tombe à pic, effectivement, parce que je pense que la tentative de rachat s'est faite avant la relance de Battlefield. Il y a encore quelques mois, Battlefield, c'était vraiment un échec. Donc il fallait qu'ils reviennent. Là, effectivement, ils cartonnent. On est vraiment sur une bascule. J'ai l'impression de revivre un petit peu PES, FIFA, mais en termes de, tu vois, de. Il y a Call of Duty militaire. qui arrive le 14 novembre. Exactement. Donc on va voir si eux vont réussir ou si au contraire, ils vont s'essouffler. Mais je pense que Battlefield va peser, mais à mon avis, c'était pas ça qui était le plus important pour l'Arabie Saoudite. Ça fait partie du package, c'est dans le panier de la mariée. Ouais. Mais à mon avis, c'est d'autres licences qui sont plus importantes. Et tu parlais tout à l'heure du soft power, je me permets de rajouter, mais je pense que si l'Arabie Saoudite veut durer dans le jeu vidéo, alors évidemment qu'il y a le soft power, mais moi je vois plutôt la vision business en fait de ce qu'ils veulent faire. S'ils commencent en fait à restreindre et à mettre de la censure partout, ils vont pas plaire en fait au monde occidental. Et c'est pas le but en fait de Mohammed Ben Salman, qui veut justement ouvrir son pays dans le soft power pour montrer que c'est un pays qui est en évolution et qui ne va pas rester justement sur son passif. Il y a cette vision-là qu'ils veulent avoir. Et je prends l'exemple de SNK qui a été racheté. Donc nous, on a appris l'annonce en 2022, mais en réalité, l'annonce a été faite en 2020. Donc SNK, qui est donc une société japonaise qui est connue pour la Neo Geo, pour les jeux de baston, tout ça, qui a été racheté à 96%, donc en totalité par l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, il y a un passif très, très précis avec ça, parce que Mohammed Ben Salman est un fan de la Neo Geo, parce qu'il a 39 ans aujourd'hui, il a grandi avec les jeux. C'est la génération Neo Geo. C'est sa génération, donc ça a été son premier achat. Vraiment, je pense qu'il s'est fait un kiff quelque part. Et on voit qu'aujourd'hui, SNK n'a jamais eu autant de projets, qui était vraiment une petite société avec pas grand-chose. Je vois tous les projets qui sont en train d'être établis et qui ont visiblement, la liberté créative. Donc, à long terme, on ne sait pas, mais en tout cas à court terme, ils sont très très libres de ce qu'ils font en fait. C'est même en jeu vidéo d'ailleurs. C'est vrai que sur Nintendo SNK, on n'a jamais entendu d'interférence sur l'édito et tout. Après, est-ce que le Japon et les États-Unis réagissent pareil au niveau des studios? Ça l'avenir nous le dira. Voilà, exactement. Mais voilà, pour parler soft power, derrière ce plan saoudien du jeu vidéo, il y a un plan plus global qui s'appelle Vision 2030. Tu l'as dit, porté par Mohammed Ben Salman, avec un mot: diversifier l'économie hors pétrole, développer les loisirs, la culture et les technologies. C'est extrêmement clair. Côté jeux vidéo, c'est porté par une filiale, donc on l'a dit, qui est le Savvy Games Group, qui a été créé en 2021 pour investir massivement. Ils n'ont pas menti, c'est-à-dire. Là, pour le coup, dans les jeux vidéo, dans l'e-sport. L'e-sport, on l'a vu l'été dernier, ils ont organisé l'e-sport World Cup. Alors là, vraiment, le truc en fanfare avec des stars à gogo. On a vu qu'il y avait Cristiano Ronaldo qui était passé. Ils avaient des chanteurs, ils avaient tout. Enfin, Post Malone était là en ouverture. Ouais, Post Malone était là en ouverture. Ils investissent dans l'e-sport. Ils investissent dans des studios. Ils veulent faire. En gros, leur but, c'est de faire des acquisitions, que l'Arabie Saoudite devienne un hub du jeu vidéo qui attire des talents. Ils ont une académie pour créer des jeux parce qu'ils n'ont pas de studio aussi. Qu'est-ce qui va leur manquer, Maxime? Pour l'instant, ce qui va leur manquer, c'est effectivement le savoir-faire, l'expertise, le talent. Ils l'ont pas pour l'instant. Je crois qu'il y a une seule société de jeux vidéo saoudienne qui existe. Ils en sont au tout début. Par contre, ils ont un avantage, c'est l'argent. L'argent, on sait que c'est un super pouvoir. Hein. Batman, il n'a pas de super pouvoir, mais il a de l'argent. Mais il fait partie des super-héros les plus... les pétrodollars, ça te transforme en super-héros. Exactement, exactement. Et effectivement, comme tu l'as dit, le Vision 2030, c'est pour anticiper la fin du pétrole, qui est donc, je crois, aux alentours de 2050, si je ne dis pas de bêtises. C'est le jeu vidéo, le nouveau pétrole? Le jeu vidéo, la culture, le divertissement. Ouais. En fait, c'est effectivement un nouveau moyen, un nouveau levier économique, forcément. En plus de ça, en fait, l'Arabie Saoudite et tous les pays du Moyen-Orient, c'est aussi, en fait, ce sont des pays qui émergent quelque part avec une population très très jeune qui a besoin de se divertir. Et encore une fois, je pense que, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont beaucoup d'argent dans ce genre de pays-là. Donc, ils ont besoin de dépenser. Et donc, quel est le meilleur moyen de dépenser les choses ? C'est de se divertir avec du jeu vidéo, avec de la pop culture, avec des événements. On n'a pas parlé, mais il y a aussi le parc Dragon Ball qui est en construction. C'est on en a déjà parlé dans cette émission, avec toi-même, je crois, ici, de ce parc qui était en construction. Dans cette ville, de divertissement qui s'appelle Qiddiya, qui est en cours de construction aussi. Donc, il y a une vraie vision sur l'avenir, sur effectivement quelque chose qui est porté. Alors, je sais que l'Occident, ça l'effraie, tout ça. Mais oui, comme tu l'as dit. Ils ont racheté l'Evo aussi. Ils ont racheté l'Evo en septembre dernier des mains de PlayStation. Donc, oui, c'est les cartes qui sont rebattues et il faut le prendre en compte parce que c'est pas prêt de s'arrêter.
On disait à une époque, les jeux sont l'opium du peuple. Ça continue. Du pain et des jeux vidéo. Les jeux vidéo sont l'opium du peuple aussi. On parlait de ça justement, soft power sur la jeunesse. Ouais. Est-ce que le jeu vidéo est un outil de diplomatie et d'image ? La question sérieuse est pour toi. Je pense que oui, parce qu'en plus, les joueurs saoudiens sont bons. Alors, il y a deux façons de faire pour l'Arabie Saoudite en termes d'e-sport. C'est soit ils ont des bons joueurs sur certains jeux vidéo, pas tous les jeux vidéo, mais sur certains jeux, ils ont vraiment des vraies équipes, des gens qui gagnent. Ou alors, ils ont assez d'argent pour prendre et faire des équipes de superstars. Toi, tu le vois ça dans l'e-sport ? Ouais, totalement. Parce que totalement, on voit ça. T'en vois beaucoup passer. Ouais, clairement, mais pas tous les e-sports. Mais quand même, sur certains jeux, notamment d'équipes, que ce soit du Overwatch, du Counter, etc., soit c'est des tueurs à gages, soit ils ont des équipes de superstars et ils sont massifs. Mais c'est ce qui s'est passé cet été, c'est-à-dire que pour les championnats, là, il y avait eu 70 millions de cash prize. Et les meilleures équipes, c'était des équipes saoudiennes, c'est celles qui ont gagné le plus d'argent. Voilà. C'est eux qui ont gagné le plus parce qu'ils ont l'argent justement pour investir dans ces équipes-là. Ils veulent être les meilleurs, donc ils prennent les meilleurs et puis ils les forment. Ils commencent à avoir le talent ? Parce que l'argent, oui, ils ont le talent, visiblement. Ouais. Au niveau des joueurs, si jamais il n'y a pas les joueurs, comme l'a dit Maxime, il y a l'argent. Donc tu vas aller en Arabie Saoudite. Et après, peu importe ce qui se passe toi par rapport à tes propres convictions, l'argent, honnêtement, est quelque chose qui permet d'apaiser certaines tensions et de se dire non mais ça va aller, que tu crois pas, parce qu'il y a d'autres problèmes effectivement aussi de ce qui manque aussi peut-être à l'Arabie Saoudite aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être les pays occidentaux qui sont méfiants par rapport à l'Arabie Saoudite. Les joueurs occidentaux peut-être aussi. Ouais, aussi, et c'est vrai que c'est entre guillemets mal vu. Moi je vois ça dans le monde de la création de contenu. Quand tu dis qu'en Arabie Saoudite, t'as forcément des gens qui vont dire mais tu vas dans un pays où les droits de l'homme, les journalistes, qu'est-ce que t'en penses ? Et soit tu bottes en touche, soit tu réponds avec tes propres convictions. Et moi je suis pas là pour juger, mais il est vrai que ça met aussi un gros point d'interrogation. Donc c'est pour ça que c'est important aussi, je pense, pour l'Arabie Saoudite de montrer, mais en fait, nous, on n'est pas on est des gentils. Donc regardez, on met de l'argent partout, des grosses sommes, des gros investissements, parce que quand tu vas bosser là-bas, mais tu gagnes tellement bien ta vie, ça n'a aucun sens quand tu es joueur e-sport, mais ça fait ton année, en fait, si jamais tu perfs. Donc, voilà, le côté soft power, être gentil, tout ça, je pense que la question sérieuse, c'est... combien ça se monnaie, le soft power ? Je pense que c'est ça. Je pense que c'est une question d'argent. Après, il y a toujours des gens avec des convictions droit dans leurs bottes. Mais pour le coup, l'argent, ça change pas mal la donne. Ça va être pas mal. Je voudrais qu'on parle d'un autre pôle qui s'est dessiné. Et là, je me tourne vers Maxime parce qu'il en parle suffisamment. Tout le temps. C'est la Chine. Alors, on n'arrête pas de dire, voilà, le jeu asiatique, avant c'était le Japon, le machin. Il y a quand même quelque chose, un vent frais, nouveau, qui vient de Chine, qui est à travers les jeux, qui est aussi à travers ces gros acteurs que sont Tencent, NetEase. Alors, Hoyoverse, comme on en rigolait avant, mais Hoyoverse, là-bas, s'appelle MiHoYo. Changement de nom aussi, ça dit quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que on ne l'a pas vu venir ? Est-ce qu'il y a un changement politique important ? Non, alors moi, je le vois devenir depuis maintenant plus de 20 ans. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ouvrent les yeux. Et là, c'est vraiment différent en fait, de l'Arabie Saoudite qui veulent s'imposer par l'argent. Eux, c'est pas pareil. C'est-à-dire que la Chine, il n'y a pas que la Chine, il y a aussi les autres pays satellites d'Asie du Sud-Est, sont les petites mains des studios occidentaux et japonais depuis toujours. Ça fait plus de 20 ans, 25 ans qu'il y a de la sous-traitance dans les pays asiatiques et notamment en Chine. Donc eux, ils sont habitués à faire du jeu vidéo justement, à être les petites mains, à faire les petites tâches un petit peu ingrates. Sauf que, comme dans tous les secteurs où la Chine s'est investie, ils ont appris au fur et à mesure. Et donc, on est arrivé à un temps où ils sont devenus matures. C'est-à-dire que ces petits studios qui étaient donc la main-d'œuvre des pays occidentaux et japonais peuvent maintenant, aujourd'hui, développer leurs propres outils, leurs propres jeux. On l'a vu avec Black Myth Wukong, qui est un petit peu, on va dire, le déclic. C'est la vitrine ou le déclic ? Les deux. Alors, non seulement c'est la vitrine, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que c'est 25 millions de ventes en 6 mois. Donc, ils ont quand même atteint le milliard de chiffre d'affaires en très, très peu de temps. Et c'est surtout en fait un jeu qui a permis, si tu veux, à montrer à la Chine qu'ils peuvent aussi consommer comme à l'international, c'est-à-dire des jeux solo narratifs. Parce que jusqu'à présent, ils étaient très joueurs PC, très joueurs, c'était du MOBA, c'était des jeux en free-to-play, du mobile aussi, exactement. Et ils se sont aussi enrichis à travers ces jeux-là. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, le mode de consommation a changé, les joueurs ont évolué, les mentalités ont évolué, donc ils veulent avoir aussi, être acteur de ces jeux qui plaisent jusqu'à présent à l'international. Et donc, non, en tout cas, moi, je ne me suis pas réveillé en disant, ça y est, ils sont là. Je vais prendre un exemple tout bête, Ubisoft. Ils ont une société, ils ont un des studios qui s'appelle Ubisoft Shanghai, qui détiennent depuis maintenant plus de 20 ans, et c'était eux qui faisaient les meilleurs Splinter Cell il y a 20 ans.
Et je me souviens que Ubisoft mettait en avant le studio d'Ubisoft à Shanghai avant qu'il se rétracte. Ils ont eu beaucoup de studios en Asie. Ils ont énormément de studios. Aussi, ils ont Singapour, et même Au Vietnam, en Chine, ils en ont beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a plein de studios satellites, et pas qu'Ubisoft, vraiment tous les studios occidentaux. Sauf qu'aujourd'hui, les Chinois ont décidé ça y est, on a appris, on sait faire, on veut le faire nous-mêmes. Et ils ont un avantage, les Chinois, c'est qu'ils sont 1,5 milliard, c'est qu'ils travaillent énormément, ils ne comptent pas les heures. Je sais qu'en Occident, on a remis en cause tout ce qui était crunch. Ouais. Là-bas, ils ne connaissent pas. Ils ont un mode de fonctionnement qui est différent. Oui, mais peut-être pas encore. Puisque justement, est-ce que c'est pas encore ? Pas encore. Certainement que les mentalités vont évoluer, mais ça prendra combien de temps ? On est vraiment au tout début, si tu veux, de l'émergence de ces studios, avec plus de 1,5 milliard personnes qui, il y a encore 30 ans, vivaient dans un pays qui était vraiment en voie de développement. Donc, de la main-d'œuvre, ils en ont. Des gens qui veulent travailler, ils en ont. Donc voilà, moi je vais prendre un exemple aussi tout bête. Je pense que beaucoup de gens ne sont pas au courant, mais en Chine, beaucoup de gens, une fois qu'ils ont terminé leur travail, eh bien, enchaînent un deuxième travail de nuit, en fait. Et ils ont établi des contrats dans certaines sociétés, pas tous, et ce n'est pas une obligation, mais au lieu d'avoir effectivement un salarié, un employé qui va partir faire un deuxième travail, eh bien, on va prolonger ce contrat pour qu'il travaille de nuit. Libre dans la même société. Et partout, c'est pas, je dis vraiment partout. Et ça marche aussi dans le jeu vidéo, ça marche partout. Donc face à ça, il va falloir que l'Occident essaye de contrer ce genre de choses, mais ça va être très très difficile en fait. Alors on parle souvent de Tencent parce qu'ils sont dans le Vantage Studio d'Ubisoft, on parlait justement. Ils vont chercher des partenariats, eux aussi, avec des gros acteurs occidentaux. C'est NetEase qui a acquis Quantic Dream chez nous, qui avait récupéré Skybox Labs, qui participe à des jeux type Minecraft, Halo Infinite et compagnie. Ils sont très tournés console PCA, vers l'internationalisation, comme tu le disais, l'expansion. Mais on entend souvent qu'à l'intérieur, c'est plus cadenassé, le jeu vidéo en Chine. C'est quoi l'idée, eux ? Parce que là, on est sur autre chose. L'Arabie Saoudite, ils veulent s'étendre et faire venir. Eux, c'est deux marchés différents en Chine, on a l'impression, l'Occident et eux. C'est en pleine évolution, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont toujours ce passif où ils avaient ce mode de consommation qui était propre au pays, qui était très local, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer. Ensuite, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine essaye aussi d'éviter d'avoir cette influence, ils essayent de se préserver de l'influence occidentale parce qu'ils ont, on ne va pas revenir sur plein de choses, mais ils essaient justement de se protéger par rapport à ça et ne pas être dépendants de l'Occident. Et donc, c'est pour ça qu'ils ferment aussi leurs frontières et qu'il faut peut-être un petit peu montrer patte blanche pour essayer de travailler avec eux. Donc, ils ont leur méthode à eux en interne et puis ils ont aussi leur envie d'expansion, avec certains titres, pas tous. Il y a vraiment des jeux qui sont vraiment, très orientés pour le marché local en Chine et en Asie et qui ne fonctionnera pas de toute façon à l'international. C'est marrant, il y a deux salles, deux ambiances, je trouve, entre l'Arabie Saoudite et la Chine. L'Arabie Saoudite, ça arrive, ça met des grosses sommes monumentales. La Chine, ça va être plus, je vais mettre 5% là, 10% là, 20% ici. Je vais peut-être acheter effectivement du Quantic Dream de temps en temps, mais je ne vais pas montrer mes gros sabots et être attaqué de front, quoi. J'ai l'impression qu'on est un peu plus calme, plus réfléchi, plus posé, en plus effectivement de développer ses propres choses, même si toi t'es connoisseur, donc tu le sais, mais je pense qu'il y a 1 million de personnes, quand ils voient Black Myth, ils disent mais ça va faire des jeux vidéo les Chinois. Bah ouais mon ref, depuis des années, mais ça c'est parce que tu le sais, mais je pense que le monde entier, il y a une révélation avec ce jeu qui a failli être GOTY, c'est pas Astrobot, il était GOTY 200%. Moi je pense que si c'était pas un jeu venu de Chine, il était GOTY. Il y a un monde où peut-être aussi. Il y a un monde où peut-être réellement. Quid de l'Europe et du Japon là-dedans les amis? On devient quoi on devient quoi au milieu? Parce que les Américains, ils ont encore leur moteur, ils savent faire des moteurs, ils ont encore leurs sous et leurs grosses entreprises. On voit que l'Arabie Saoudite a les fonds, la Chine commence à s'implanter un peu partout. Nous, il nous reste quoi? Notre petite créativité, puis on est content? Notre créativité, notre couteau, pour rester poli, j'ai l'impression. Ouais, il nous reste des petits studios indépendants, et Maxime après reviendra dessus, mais j'imagine qu'il y a des studios indés ou qui sont rattachés, comme Soundfall Interactive, comme, je sais pas moi. En fait, tu as l'impression que tu peux survivre, mais via une création extrême, une qualité extrême, et qu'en fait, tout ce qui est gros sera forcément avec l'international. En fait, c'est devenu tellement cosmopolite que j'ai l'impression que tu n'as plus le droit d'être tout seul dans ton petit coin et que tu es obligé d'être avec un géant. Et ce géant sera forcément rattaché à une des grandes puissances du monde. Mais en tant que Français, tu ne peux pas vivre sans les autres. Tu vois, j'ai un peu cette sensation-là. Je vais me faire l'avocat du diable quand même là-dessus. Parce qu'il y a un point sur lequel je voulais revenir avec vous. C'est que c'est bien beau la créativité. On est bien.
Mais quand on voit ce qui s'est passé avec le plagiat d'Horizon par Tencent, il faut quand même qu'on montre les images pour les gens qui le voient de Light of Motiram, qui a été présenté par un studio qui appartient à Tencent. Ça, c'est beau, ça. Comme un jeu qui était censé être inédit et tout. Franchement, on l'a tous regardé. On s'est dit, c'est Horizon Zero Dawn. Il y avait aussi le nouveau jeu de Petite Planète, le nouveau jeu de Hoyoverse, c'est Animal Crossing. Est-ce que la créativité aussi, elle va pas non plus? Enfin, ils ont plus peur de faire des choses comme ça qui sont clairement du plagiat. Enfin, faut appeler un chat un chat. Oui, bien sûr. Et puis il n'y a pas ça, il y a aussi Antara qui est sorti, qui a été annoncé il n'y a pas très longtemps, qui a été annoncé il y a quelques années, mais qui a vraiment fait un buzz lors du Tokyo Game Show, qui est une espèce de GTA en version animée, avec des séquences de gameplay qui sont reprises de Uncharted, de Spider-Man, donc ils ont pas plein d'autres choses. Ils n'ont pas peur parce que c'est un petit peu c'est-à-dire que c'est dans la philosophie en fait des Chinois. Ils ont toujours, pas que dans le jeu vidéo, mais dans tous les secteurs, ils ont copié. D'abord, ils se sont inspirés des autres, ils ont copié pour faire leur truc à eux. Et ensuite, ils s'améliorent. Et je pense que c'est exactement la même méthode. Alors, effectivement, il y a des fois où ça saute un peu trop aux yeux et que de temps en temps, voilà, on va avoir ce genre d'affaires qui vont sortir. Mais oui, c'est comme ça en fait qu'ils apprennent quelque part. C'est pas très élégant non plus. Là, on voit vraiment qu'il y a une espèce de dispute entre les deux. Comment ça va se finir, je ne sais pas trop. Il y a procès quand même. Sony menace. Le jeu n'est pas sorti. Le jeu n'est pas sorti. Il sort en 2027. Donc déjà, Tencent a commencé à retirer justement les trucs qui posaient problème. Et c'est là où justement il y a une espèce de discorde entre les deux en disant attention, le jeu n'est pas sorti. Pourquoi tu m'attaques? Voilà. Mais la défense de Tencent en mode t'as pas attaqué la bonne entité parce que t'as attaqué moi, mais c'est pas la maison mère. C'est comme Nintendo, ça, c'est des malins. Mais oui, mais on pourrait reprocher aussi pas mal de choses. On peut aussi reprocher Nintendo Pokémon avec ce qu'ils avaient fait avec Palworld, mais même avant en fait. Aussi exactement. Nintendo qui veulent tuer le Pokémon-like. Dans l'idée, Pokémon veut le tuer. Mais c'est scandaleux. Jusqu'à ce que Pokémon passe complètement sous bannière ou chinoise ou saoudienne. Messieurs, pour terminer, j'ai une question. Qui sera le roi du monde vidéoludique en 2030? Waouh, c'est difficile. C'est dur. Alors, Arabie Saoudite, Chine, les Américains qui vont se rebeller ou un autre acteur? 2030, c'est demain, donc très franchement, on sera toujours dans cette même bataille aujourd'hui. Je pense que les États-Unis ont toujours un cran devant, les Japonais aussi, bien entendu, mais d'une manière différente. Mais non, je pense que là, 2030, c'est beaucoup trop tôt. Mais d'ici 15-20 ans, oui, ça va radicalement changer. Ça, c'est sûr et certain. Je pense qu'avec le côté surtout événementiel, l'Arabie Saoudite peut vraiment tirer son épingle du jeu. Et le côté pop culture, tu le disais, Max, pas qu'avoir du jeu vidéo, mais aussi du manga, entre autres. Ça va les propulser vraiment très, très haut et très, très fort. Donc, si je dois mettre une petite pièce, je dirais peut-être que l'Arabie Saoudite, via le côté culturel, aura peut-être un cran d'avance. Mais dans le jeu vidéo, je pense que la Chine restera devant. Parce que le jeu vidéo, ils investissent, mais ils ne créent rien, entre guillemets, tu vois. Par contre, pour tout le reste, l'Arabie Saoudite est vraiment très maligne dans sa façon de faire, a les bonnes connexions avec les bonnes personnes. Oui. Donc, il y a beaucoup de créatifs aussi japonais qui sont partis dans des sociétés chinoises. Et puis, il y a aussi, mais là, c'est en cours, mais il y a beaucoup de créateurs japonais qui partent aussi en Arabie Saoudite. Alors, c'est pas encore... ça ne se sait pas encore. Ça ne se sait pas encore, mais moi je le sais. Mais il y a des studios japonais qui sont en train d'être fondés avec des fonds saoudiens en ce moment. Bon, voilà. Réponse en 2030. Je voudrais qu'on finisse vite sur les jeux parce qu'on a plein de jeux à vous recommander. Donc on va faire très très vite à quoi on joue. Alors avant qu'on commence par les jeux, je voudrais vous montrer ça parce que moi j'ai une passion pour les consoles rétro. Je pense que je ne suis pas la seule. Et on a une Atari 2600 Plus Pac-Man Edition qui est arrivée chez nous. Je vous la montre, regardez. Toute belle, toute jaune. Avec les petits persos. Ouais. Elle est belle. Non, voilà, je vous la montre. Elle est magnifique. Attendez, j'ai le joystick assorti quand même. Tu peux pas la louper, hein. Non, tu peux pas. Non, mais voilà, surtout c'est les 45 ans de Pac-Man. Ça, c'est aussi un héros qu'on a encore chez nous, donc je vais vous la montrer. L'Atari 2600, jadis, il y a 45 ans, c'était la première fois qu'on sortait Pac-Man de ces salles d'arcade pour le mettre à l'époque sur une console de salon. Donc, je voulais vous la montrer avec sa petite cartouche et ses deux jeux, 150 € quand même. Mais voilà, oui. Écoutez, c'est le plaisir de la nostalgie. Ça n'a pas pris. Non, mais c'est pour jouer, c'est pour rigoler. Mais vous avez c'est le package Pac-Man. C'est mon petit côté, j'aime bien Pac-Man. Je voudrais qu'on parle d'un jeu qui est sorti
Alibou, je vais te donner Ouais. la parole sur Borderlands 4, Ouais, bien sûr, avec qui plaisir. est sorti. Tu as 1 minute 30 pour nous dire si c'est bien et pourquoi on doit y jouer. Mais c'est hyper facile, j'ai besoin que de 5 secondes. Non, grosso modo, je suis un fan de Borderlands. Le 3 avait déçu la plupart des joueurs. Et Randy Pitchford, donc le patron de Gearbox, a balancé quelques mots qui étaient: si vous êtes un vrai fan, vous allez acheter le jeu, peu importe le prix. Donc j'étais en mode, waouh, Randy, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc on était hyper inquiets par rapport à tout ça. Finalement, le jeu est sorti à un prix plutôt OK. On imaginait les 80, 90, $100 parce que c'est vraiment la tendance, etc. Avec GTA aussi, on a l'impression qu'il va sortir à ce prix-là. Et en fait, pas du tout. Il est sorti à un prix plutôt OK. Et le jeu est mortel. Il y a moins ce côté. C'est 50 balles hein, le prix, OK, si je me souviens, c'est ça 50 c'est euros sur PC, probablement 70 sur console. Tu vois. Après, moi, je suis un joueur PC, donc je trouve que toujours ce prix-là est OK. Et en fait, le jeu est bien, l'histoire est chouette. Il y a moins de pipi caca qu'il y avait sur le Borderlands 3 avec beaucoup de choses inutiles. Les persos sont hyper agréables. Et puis le gameplay est cool. Genre, il y a des grosses similitudes par rapport aux inspirations, dirons-nous, par rapport à Apex, etc. Mais tu vas avoir la glissade, le grappin. Tu vas avoir un endgame assez intéressant, le leveling pas trop relou. Tu vois, j'ai joué 60 heures. Il y a peut-être 2 moments où je me suis dit c'est un peu long, mais sur une demi-heure, 1 heure, tu vois, sur 60 heures, c'est rien. Donc vraiment, c'est une réussite. Je suis très heureux parce que c'est une licence que j'adore. Donc j'invite tout le monde à au moins essayer le titre s'il le souhaite, parce que ça vaut le coup. Il est un peu plus sombre, un peu plus adulte, et c'est ce qui peut-être manquait justement à Borderlands. Voilà, disponible PS5, Xbox Series et PC. Moi, je vous fais très vite 2 petits jeux qui n'ont rien à voir. T'as fait Borderlands 4 en fait ou pas, Maxime? Non, j'ai pas eu le temps de le faire avec tous les jeux qui sont sortis à la rentrée. crois J'ai dû faire des choix. C'est vrai, on va faire une sélection de jeux que Maxime n'a pas fait. Donc en fait, c'est un coup on joue pour Maxime. Moi, je vais vous parler de Little Nightmares 3, qui est une licence que j'adore, un peu comme toi, Borderlands. J'avais fait les 1 et les 2 de multiples fois. Le 3 arrive, il est fait par Supermassive Games. Alors on se dit, un jeu d'horreur poétique fait par un studio qui est spécialiste des jeux un peu d'horreur, ça doit donner un truc un peu bizarre. Ceux qui ont fait les premiers, vous n'allez pas être dépaysés du tout. Je vous le dis tout de suite, l'ADA est la même, l'ambiance est la même. J'ai pas trop retrouvé la touche Supermassive que je pouvais espérer. Cette fois, on a 2 enfants, on joue 2 personnages, donc Lo et Elone, chacun avec leurs petites armes. Il y en a un qui a un arc et des flèches, l'autre qui a une clé à molette. Parce que pourquoi pas. Mais il y a toujours cette ambiance où vous êtes dans vos pires cauchemars, ils doivent avancer. On joue vraiment à 2. Vous pouvez jouer en solo et l'IA jouera le 2e personnage. Je vous recommande vraiment de jouer à 2, même si dans le Little Nightmares 2, vous aviez regretté de ne pas pouvoir jouer à 2, mais alternativement, là c'est beaucoup plus fun à 2. Je crois qu'il y a un pass ami en plus, on peut vraiment y jouer avec quelqu'un d'autre en plus, il me semble. Ouais, oui, tout à fait. Mais j'ai des mais dessus. Parce que, mais t'es pas la seule. Hein. Parce que par amour de la licence, justement, j'ai trouvé ça pas très compliqué, assez répétitif. Alors, j'ai joué beaucoup toute seule, donc c'est pour ça que je vous dis jouer à plusieurs, parce que c'est beaucoup plus sympa. J'ai un reproche, c'est que je ne comprends pas l'histoire du début à la fin, mais j'y vais quand même, parce que j'aime bien la licence. Il y a toujours cette ambiance un peu oppressante, mais pas aussi oppressante que dans les précédents. Donc, pour ceux qui vont démarrer, qui n'ont jamais fait les jeux, vous pouvez y aller. Ceux qui l'ont déjà fait, vous allez être un petit peu plus, peut-être un peu plus réservé. Donc, jouer vraiment, vraiment à 2, c'est 8 heures, le jeu. Donc, c'est extrêmement court. On l'a attendu, il a traîné, mais c'est 8 heures. Ah, d'accord. Voilà, c'est solide toujours, mais je trouve que c'est pas très audacieux. Et l'autre jeu, changement de décor tout complet dont je vous parle, c'est Keeper. Alors là, Keeper, on est sur un autre mood total. C'est le phare. Oui, et alors là, franchement, fou, ce jeu. allez-y, c'est un de mes coups de cœur. C'est un jeu Double Fine. Alors Double Fine, c'est Tim Schafer, Psychonauts, Grim Fandango, tous les jeux barrés possibles. Sauf que pour une fois, il n'y a pas une ligne de dialogue. Ah oui ? Il n'y a pas une phrase dans ce truc. Vous ne savez pas où vous allez. Il n'y a pas de carte. Il n'y a rien. Mais on y va. C'est barré, mais on y va. Total. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, c'est l'histoire d'un phare complètement vétuste qui s'anime, donc qui hérite de ses pattes façon araignée, quand il a été heurté par un oiseau de mer pris dans une tempête. Il y a un côté château ambulant, j'ai l'impression. Ouais, non, mais il y a des inspirations. C'est complètement fou. C'est une succession de mini puzzle games. En fait, par sa lumière, vous allez réveiller la nature. Ils doivent monter en haut d'une montagne pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, parce que on est dans un genre de monde post-apocalyptique, mais c'est très très beau. C'est vraiment visuellement, c'est magnifique. Ça s'anime partout. Ça fait longtemps que je n'avais pas joué à un jeu nawak. Je ne comprends pas pourquoi j'y suis. C'est complètement n'importe quoi. J'y joue, mais j'y reste et je le finis. C'est 10 heures à peu près. C'est pas compliqué. On ne meurt jamais. C'est vraiment une expérience. C'est une expérience à faire, mais vraiment faites-le. Parce que on n'a pas assez de jeux comme ça qui sont beaux, poétiques, qui ne vous prennent pas par la main. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qu'on doit faire, mais on le fait quand même. On a compris qu'on devait avancer et on le fait. Vraiment, j'encourage. Nous, on avait eu Tim Schafer en interview, il nous avait dit c'est un jeu
weird but chill. Donc vraiment étrange mais apaisant, c'est vraiment ça. Contraste avec Little Nightmares. C'est pas du tout compétitif. Y a pas de, vous ne pouvez pas mourir. Sachez-le déjà, mais c'est hyper appréciable d'avancer dans cet univers poétique, vraiment jeu magnifique. C'est mon nawak de l'année, vraiment. Je vous le Tu m'as donné envie. Tu m'as donné envie. grave, regardez Tu donc. m'as Je bien sais pas vendu le si- jeu. Mais vraiment, il faut y aller pour comprendre qu'on ne comprend pas, en fait. Allez-y, vraiment. Ouais. Maxime, c'est toi qui vas finir. Sonic Racing Crossworld. Absolument. Je voulais aussi en parler parce que j'ai l'impression qu'il était un petit peu. Voilà, il est sorti, mais alors je veux pas dire Sous les radars. si un tu peux petit le peu dire. sous les radars, effectivement, et pourtant c'est quand même une grosse licence. Et moi, alors j'ai bien aimé Mario Kart World, mais je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose que j'ai retrouvé effectivement dans ce Sonic Je te suis totalement. Racing Crossworld, qui est beaucoup plus nerveux, qui est beaucoup plus, comment dire, je veux pas dire dans la technique, mais un petit peu quand même. Je trouvais le Mario Kart World un petit peu plan-plan. Il manque beaucoup de choses, hein, notamment Un peu feignant, on un dirait. peu feignant, l'open world qui ne sert pas finalement à grand chose. Je note les intentions, mais voilà, on sent que le jeu, voilà, il va arriver, les DLC vont arriver, va compléter l'expérience. Alors que celui-ci, il arrive avec vraiment tout ce qu'il faut, et j'ai vraiment retrouvé effectivement cette espèce d'effervescence, ce côté très très nerveux des courses, le pilotage qui demande vraiment une bonne finesse, une bonne connaissance aussi, qui est basé essentiellement justement sur la conduite. Ah bah là, vous faites que conduire, hein. En Voilà. Il y a des multicourse, items, mais en voilà. tout cas, c'est la récompense. Et plus tu conduis bien, et plus tu vas remporter justement les courses. Et puis oui, puis le fait d'être revenu avec les transformations, parce que Mario Kart World a repris. Enfin, c'est pas Sonic Racing qui l'a fait, mais en tout cas, c'est lui qui l'a popularisé, de pouvoir justement se transformer comme ça. Devenir un autre perso, devenir une variante de ton personnage. Exactement, de pouvoir conduire sur la route, de pouvoir voler, de pouvoir être sur l'eau, et ça marche très très bien. Et puis surtout, c'est très très beau aussi. Donc non, moi je suis très très content de cet épisode, et là avec mes enfants, c'est le jeu auquel on s'amuse le plus en ce moment. C'est vrai. J'imagine qu'il coûte plus de 90 €. Parce que Mario Kart World coûte 90. Non, il coûte moins cher, c'est Mais ça le non, truc, c'est qu'il coûte moins cher. C'est incroyable cette vie de voyou quand Mince. même. Ça dit C'est voyou. vous, c'est fou, hein. Ouais. C'est dingue. Non, c'est cadeau. Le petit artisan, il a changé. On taquine Non, mais Nintendo très très bien. bon Sonic Racing Crossworld. Ouais, je voulais dire aussi, je suis exactement les mêmes réflexions que toi. C'est-à-dire que Mario Kart m'a laissé un peu sur ma faim. Même si je reste grande fan, j'ai pas été surprise plus que ça. Là, c'est beaucoup plus nerveux en revanche. Parfois, il faut quand même suivre et s'accrocher. Mais voilà, donc nos recos, il y a pour tout le monde là. hein. Ah, bah, bah, Alors ouais, là, ouais, c'est c'est les clair. vacances, profitez-en. C'est clair. C'est cadeau. Merci bien à tous les deux Merci, d'être Melinda. venus pour cette émission. Maxime, on te retrouve sur Jeux Actu Toujours, avec beaucoup de choses à faire encore. toujours, ouais. La- Ouais, ça s'arrête jamais. Voilà. Paris Games Week la semaine prochaine. Ouais. N'oubliez pas tous. Mon cher Adibou, c'était un plaisir de t'avoir de Ouais. retour. On te retrouve aussi sur ta chaîne. Ouais, chaîne Twitch, effectivement, twitch.tv/Adibou le matin pour des matinales jeux vidéo, et sur Instagram, du TCG, on ouvre, on fait des mèmes, on fait des bêtises, voilà, à la cool, Mister Adibou. On s'amuse bien. Et bien voilà. Merci à tous les deux. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, sur le site Tech & Co et la plateforme YouTube évidemment, ainsi que la plateforme RMC BFM Play et en podcast pour écouter nos belles et douces voix. Et bien la semaine prochaine, figurez-vous, il y a la Paris Games Week, donc on sera là-bas avec tous nos amis du jeu vidéo pour parler de ce qui nous attend pour la fin d'année. En attendant, jouez bien et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances.